Hebdo Show Algérie revient pour une troisième partie, toujours sur Al24 News. Je le disais avant la pub, place tout de suite à Face à l'info. Et dans Face à l'info ce soir, on s'intéresse, messieurs, à la foire de la production nationale qui se tient au Palais des Expositions des Pins Maritimes jusqu'au 27 décembre. Cette 33e édition de ce rendez-vous économique majeur qui suscite un réel engouement chaque année. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau Monsieur Mohamed Monsef Boudarba, vice-président de la CAPC. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent. Monsieur Mohamed Achir est également avec nous, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir également accepté notre invitation. Alors, on va commencer, messieurs, si vous le voulez bien. Monsieur Boudarba, la première question est pour vous. Un commentaire tout d'abord sur cette 33e édition de la foire de la production algérienne. Bien, écoutez, les foires généralement sont une vitrine pour présenter le niveau de l'industrie algérienne. Nous considérons que notre participation en tant qu'organisation patronale est un moyen aussi pour faire connaître le produit et en même temps permettre aux entreprises algériennes de pouvoir, n'est-ce pas, se positionner sur l'international. Donc il y a une double fonction. La production nationale, comme vous le savez, en Algérie aujourd'hui est une référence puisque nous avons atteint des standards de qualité qui permettent à l'industrie algérienne de pouvoir aller s'installer dans les marchés africains et européens. Nous sommes en train de négocier actuellement un retour en force d'une économie hors hydrocarbures. C'est important pour nous donc d'assister et de consolider notre industrie. Et en même temps, c'est une occasion aussi pour lancer un appel au partenariat international afin de pouvoir bénéficier de l'expérience, du transfert de technologie qui va permettre aux entreprises algériennes, n'est-ce pas, d'aller avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de force et de pouvoir, n'est-ce pas, occuper une place importante dans le marché africain qui représente un peu plus de 800 milliards de dollars en échanges commerciaux. Très bien, et comme vous le savez, Monsieur Boudarba, toujours, oui. Je reste avec vous. Cette 33e édition de cette foire de la production nationale était l'occasion pour le président de la République donc, de faire un tour de tous les stands qu'il y avait. Il a également fait plusieurs annonces. L'annonce phare que l'on retient, c'est notamment celle concernant le premier train transportant le minerai de fer de la mine de Garate-Villette qui arrivera à Oran fin janvier prochain. Le minerai de fer sera acheminé sur une distance d'environ 2000 kilomètres. C'est une première historique, Monsieur Baudin. Oui, c'est un signal fort pour l'intégration. D'abord, c'est le départ d'une revalorisation de ce que le potentiel minier algérien. L'Algérie, nous devons le savoir, regorge un sous-sol très riche en minéraux. Ça fait longtemps que l'Algérie attend ce programme, n'est-ce pas, de développement des ressources minérales. Ça permet à l'Algérie d'avoir une intégration à l'horizontale de son industrie. Et en même temps, c'est un double programme puisque nous avons aussi la chance de pouvoir bénéficier de gros investissements dans la logistique, puisqu'il y a le train qui a été mis en action dans cette affaire. Donc nous considérons que l'Algérie est sur la bonne voie en ce qui concerne son intégration économique et nous souhaitons qu'il y ait les mêmes opérations sur d'autres produits, en particulier tout ce qui concerne le BTPH, puisque l'Algérie, comme vous le savez, aujourd'hui a la chance de construire une maison à 100% algérienne, avec tous les produits qui existent en Algérie, qui aujourd'hui permettent aux citoyens algériens de construire sa maison sans pouvoir importer, disons, de l'extérieur. Donc il y a une intégration économique très importante, il y a une économie qui est faite pour la sortie de devises, ça c'est en priorité. Il y a la relance des investissements dans l'industrie minière qui est très importante, puisque l'Algérie, laissez-moi vous dire, a accusé un certain retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous pensons que le président de la République a donné un coup de starter très important à l'inauguration de cette foire. Il a demandé aux Algériens de travailler en équipe, d'intégrer. Aujourd'hui, l'économie algérienne elle a tous les moyens pour réussir ce vaste programme des exportations
Et cette intégration économique, cette redynamisation de nos infrastructures de logistique fait partie de la première étape de ce qu'on appelle la mise en place d'une transformation économique et de la sortie de l'Algérie d'une économie rentière pour devenir une économie transparente, orientée vers les exportations. Et nous en tant qu'organisation patronale, ne pouvons que nous féliciter de cette transformation des mentalités. L'Algérie se dirige donc vers une économie de performance avec une efficacité, le retour des investissements. Ça va nous permettre aujourd'hui non seulement de faire le catch-up sur le plan du transfert de technologie et en même temps de, n'est-ce pas, pouvoir participer à la modernisation du tissu industriel et de créer des emplois et surtout de booster les investissements. Très bien. Je vous propose justement de regarder cet échange qu'a eu le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec le patron du groupe Tosyali. Avec la mise en service de nouvelles usines, nous avons 50% augmenté nos volumes d'affaires. On a atteint au niveau de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, presque 1 milliard de dollars d'exportation. L'année prochaine, cette exportation, on va atteindre, Inch'Allah, 1,5 milliard de dollars. On a exporté à 25 pays, pratiquement tous les pays de l'Union européenne, Monsieur le Président. Ils nous donnent un quota chaque 3 mois. On termine les quotas dans les premières semaines. Tous les pays en Union européenne souhaitent approvisionner à partir d'Oran aujourd'hui. Il faut qu'on revoie ça. L'Union européenne, ils nous ouvrent le territoire. Les produits TAHAM, ce n'est pas par quota. On leur donne la préférence pour à d'autres pays, par rapport à d'autres pays. Non, surtout que l'acier est d'excellente qualité. Ça, on va le voir, c'est pas Malish, on va le voir à l'Union européenne. Ce que je vous reproche, Oui, Monsieur le Président. qu'est-ce qu'on s'est entendu? Sur quoi on s'est entendu? À Béchar. À Béchar, nous occupons le terrain aujourd'hui. Nous sommes en contact même avec tous les clients potentiels. On est en train de faire 3 stratégies. Une vente directe du produit, une vente comme pellet, on va le transformer en pellet et vendre en pellet. Et l'autre, on est en contact avec les cartels de minerie de fer pour utiliser les gros cartels, leur stock yard dans le monde entier pour faire un mélange avec leurs produits et commercialiser comme ça. Et bien sûr, utiliser chez nous, réduire, bien sûr. Bien sûr. Au début, moi, on m'avait dit 4 millions. On est revenu à 2 millions avec vous. Maintenant, vous êtes à 1 million. Pas normal. Le projet, c'est à 4 millions, Monsieur le Président. Ça, mais il faut juste, on change. Non, on change le design pour faire un complexe direct à 2. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 2. Maintenant, ça aussi, c'est déjà démarré. On sera à Béchar au mois de janvier, Inch'Allah. On sera là. On ira visiter le minerai va arriver à Oran, Inch'Allah. Fin janvier, le minerai est à Oran. C'est une émission extraordinaire, en toute sincérité. Même, vous, parce qu'on vous considère comme une société algérienne. On est une société algérienne, on est algérien. Vous êtes une société algérienne. Vous avez autorisé de l'usine de dessalement de 120 000. On a déclassé le terrain, donc vous pouvez lancer le dessalement d'eau de mer Takom. Vous pouvez lancer l'hydrogène. On est en contact avec Sonatrach, en contact permanent. Et le minerai, le premier train va arriver fin janvier. On l'attend impatiemment, Monsieur le Président. C'est historique que nous faisons avec nos amis turcs. Pour la première fois depuis notre indépendance, on emmène le minerai à Oran à partir il y a 750 km Oran-Béchar et 1000, donc presque 2000 km. C'est le minerai algérien. Tout le monde est en choc comment ce chemin de fer est terminé dans un délai record. Même en Turquie, on n'arrive pas à faire ça, Monsieur le Président. On arrive à faire maintenant 6 km. Voilà, donc messieurs, on l'a vu, le président de la République s'implique vraiment dans ces projets économiques dans lesquels se lance l'Algérie. Il suit de très près les dossiers. C'est ça la transformation économique qui est en train de se passer en Algérie. Nous saluons cet effort parce que véritablement c'est une transformation aussi des mentalités. Vous avez vu comment le président connaît très bien les dossiers économiques. Il connaît ces dossiers, exactement. Il est au courant même de la cadence de réalisation de la voie de chemin de fer. Cela veut dire que l'Algérie... 6 km par jour. Oui, c'est ce qu'il a souligné dans le reportage. Cela veut dire que nous considérons qu'aujourd'hui, l'Algérie est véritablement
engagés dans un programme économique. Et comme vous le savez, permettez-moi de vous le dire ce soir, l'économie aujourd'hui a remplacé un petit peu les rapports entre pays, elle a pris la place de la politique. Donc nous considérons que les rapports de force aujourd'hui se font à travers, n'est-ce pas, des échanges économiques. Entre guillemets, certains parlent de guerre économique. Effectivement, l'Algérie est engagée dans une véritable, n'est-ce pas, révolution économique qui va permettre de transformer les mentalités. Et c'est bien que nous ayons vu ce reportage parce que, comme vous le savez, dans le nouveau Code des investissements, toutes les sociétés de droit international ou de droit algérien sont considérées comme des sociétés algériennes. Donc aujourd'hui, le Code des investissements, je parle sous le contrôle du professeur Achir, qui est là ce soir, et qui va confirmer ce que je suis en train d'annoncer. Le nouveau Code des investissements algériens permet à tout investisseur de toute nationalité, des capitaux étrangers ou pas, algériens ou pas, il est protégé par la loi. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il faut se retrousser les manches, travailler, essayer d'obtenir les meilleurs résultats pour véritablement réussir ce pari, non seulement de la transformation de notre pays, mais en même temps engager l'Algérie dans un véritable programme d'export avec une stratégie de retour des investissements. Deux choses très importantes pendant justement ce passage. Le premier, c'est qu'on voit que le président de la République est personnellement impliqué dans ce projet. Il connaît même la cadence des travaux par jour et des kilomètres par jour qui a été fait pour le train. Oui. Et la deuxième chose, c'est aussi la réaction du PDG de Tosyali qui dit que c'est une prouesse en un temps si court de faire un chemin de fer de cette ampleur et que même en Turquie, ils n'auraient pas réussi à le faire. Absolument. Donc, c'est dit par la personne, par le PDG Tosyali. L'efficacité, et c'est là où renchérit le président de la République en disant avec uniquement des Algériens et des Algériennes. Donc c'est très important comme quoi ce sont des entreprises sur le capital justement des entreprises algériennes qui peuvent faire du très bon travail en Algérie avec des groupes algériens et on fait une cadence exceptionnelle et même maintenant les étrangers et les Turcs sont connus mondialement pour être des gens rapides et qui travaillent et qui connaissent l'industrie, qui connaissent les chemins de fer et qui connaissent les infrastructures et bien même eux ont été très surpris par l'avancée des travaux en un temps si record. Donc chapeau bas. C'est un projet Mahdi qui est très très important parce qu'il faut noter c'est quoi ce projet. Pour parler du train, il y a du sable, il fait chaud, c'est des endroits isolés, 950 km de rail, Bachar Hamagir sur 230 km, Tindouf Oumlassel sur 175 km, et Hamagir Oumlassel Tindouf Garaj Bilad 575 km. Mahdi a parlé des entreprises publiques, absolument plus les kilomètres qui lient Bachar à Tindouf, et cette mine de Garaj Bilad, on en parle depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance de l'Algérie, quand on était jeune, on parlait de minerais de fer, des réserves mondiales du fer, mais personne n'a osé aller exploiter ce minerai. Ce projet va se réaliser donc pour bientôt. Et il faut noter aussi la contribution d'une entreprise militaire qui s'appelle ONEX, qui dépend donc de l'Armée nationale populaire, qui fournit des explosifs. Parce qu'il faut beaucoup d'explosifs. Oui, l'Office national des explosifs. Qui aura discuté avec le président Tebboune, qui va donner presque 180 tonnes, je pense, pour exploiter 1,2 million, parce que l'objectif est d'arriver à 7 millions de production annuelle qui nécessite beaucoup d'explosifs. Et cette entreprise pourra donc fournir, parce que sinon on l'aurait importé, parce que les explosifs, il faut les importer, etc. Donc c'est effectivement, comme disait Mahdi, c'est un effort 100% algérien. C'est ça l'intégration économique en fait. Très bien. Je vais utiliser cette phrase pour poser la question à M. Mohamed Achir. L'intégration économique, c'est ça, comme vient de le dire. Tout à fait. Justement, le président de la République, d'abord dans cet échange, il a relevé l'effort considérable de l'État. Oui. C'est une politique volontariste de mise en place d'infrastructures lourdes pour un investissement dans la filière sidérurgique et métallurgique aussi. Donc dans cet échange, justement, le président de la République il a mis en avant les 2000 km réalisés par l'effort de l'État, par les fonds propres de l'État, c'est-à-dire par le trésor public. Et maintenant, il appartient aussi à l'entreprise Tosyali de réaliser un peu ses investissements sur le terrain. C'est-à-dire l'État, il a investi beaucoup, c'est un investissement public très important. Et dans le projet, c'est un projet effectivement intégré. L'Algérie vise justement à intégrer l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur
de la transformation du minerai de fer. Et il faut justement souligner l'orientation du président de la République lors d'un conseil des ministres de ne pas exporter les minerais en l'état brut, mais de les transformer. Donc c'est pour cette raison qu'il y a eu des projets de réalisation des usines au niveau de Tindouf, Béchar, Naama, je pense aussi, c'est-à-dire pour le premier traitement du minerai et pour aussi les pellets par exemple, et créer tout un écosystème déjà sidérurgique au niveau de la wilaya de Tindouf, de Béchar et Naama. Et à partir de là, donc, ça va y avoir toute une dynamique économique locale basée sur la transformation de minerais de fer. Et éventuellement, il faut s'attendre après à un maillage ou bien un tissu de PME qui vont, c'est-à-dire sous-traiter tous ces projets. Donc ça va créer toute une dynamique économique. Donc l'État, il a assumé sa responsabilité en matière d'investissement infrastructurel. C'est pas rien, c'est financé par le Trésor public et c'est coûteux. Donc maintenant, il appartient justement aux opérateurs économiques, que ce soit publics, privés ou étrangers ou en partenariat, justement, de greffer des investissements productifs pour pouvoir développer cette chaîne de valeur importante, qui est une chaîne de valeur métallurgique et sidérurgique, et qui crée plus de valeur ajoutée, plus d'emplois, et qui va justement être le support de l'industrialisation, de la réindustrialisation du pays. Alors messieurs, il y a également une autre industrie qui se développe pas mal depuis quelque temps, c'est l'industrie pharmaceutique. Et le président de la République le rappelle à plusieurs reprises. Exactement, cette industrie permet donc justement aujourd'hui à l'Algérie de consolider son leadership sur le continent africain. Absolument, nous avons des champions. Laissez-moi vous dire ce soir que nous avons d'abord une totale autonomie en fer, en ciment, en produits céramiques. Nous maîtrisons à 70% la consommation et production des médicaments. Il y a aussi l'électroménager qui est en train de faire un boom intéressant. Donc ce sont des champions que nous pouvons aisément piloter, accompagner pour véritablement s'installer en Afrique d'abord. Il y a des négociations avec les pays du Golfe, certains pays du Golfe comme la Jordanie, comme Oman aussi. Nous, en tant qu'association de céramistes, parce que j'ai une double casquette aussi, puisque je suis moi-même de la céramique, nous avons commencé des négociations très avancées avec le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. Les choses se passent bien. Les banques sont sur place. Nous avons été la semaine dernière à Dakar. Nous avons eu des contacts très fructueux. Le produit algérien est accepté. Il est de bonne qualité. Les normes internationales sont là. Elles sont au rendez-vous. Et en plus, laissez-moi vous dire, le poteau rose, c'est que nous avons des avantages comparatifs qui nous permettent, puisque nous disposons, grâce à Dieu, d'une quantité intéressante d'énergie. Donc le coût de production en lui-même, les avantages comparatifs nous permettent d'être très compétitifs à l'international. Nous souhaitons que les choses se passent bien pour les autres filières qui sont en train de se mettre dans le tube de l'export. Mais en tout cas, nous avons quand même 5 champions aujourd'hui sur lesquels nous pouvons compter pour placer nos entreprises avec panache et durabilité. C'est ça qui est important, parce que dans l'export, ce qui est intéressant, c'est de durer, c'est de s'installer dans la durabilité. Pénétrer un marché, c'est un peu plus facile que d'y rester. Donc, voilà, de le conserver en fait. Parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a des puissances africaines qui sont déjà installées, on peut les citer, l'Égypte, la Tunisie, qui sont des pays à fort rendement exportateurs, l'Afrique du Sud et le Nigeria aussi, qui ont une capacité industrielle intéressante. Mais l'Algérie est en train de se réinstaller dans ce business. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, nous allons être les leaders dans pas mal de domaines, ceux que nous avons cités, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a les start-up qui arrivent, il y a les énergies renouvelables, il y a le solaire, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en partenariat. L'industrie militaire également. Oui, l'industrie militaire, bien sûr. La locomotive aussi de l'autosuffisance. C'est elle qui pousse justement à l'autosuffisance. Sur le plan local. Sur le plan local. Sur le plan international, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais en fait, par rapport à la rigueur, au professionnalisme et aussi au patriotisme de l'armée nationale populaire,
ça donne en quelque sorte l'entrain aux autres industries de se lancer et de continuer. Et donc, c'est vraiment la locomotive de cette nouvelle économie d'industrie à grande échelle sur le territoire national. Bien sûr. Le président Abdelmajid Tebboune, en tournant dans les pavillons, il a donc vu, justement par aller dans le sens de Mahdi, des produits de l'industrie militaire qui sont très très efficaces et très très modernes, notamment les drones VTOL, c'est-à-dire les drones qui ont décollage et atterrissage vertical qui ont été produits à 100% par une entreprise de l'armée. Maintenant, pour l'industrie pharmaceutique, le président Tebboune a rencontré aussi un groupe qui s'appelle LDL qui va ouvrir la 5e usine au monde pour les médicaments hormonaux. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a que quelques pays qui produisent ces médicaments qui sont un peu complexes, parce que ça modifie un peu les hormones pour traiter certaines maladies comme le cancer. Cette usine ouvrira bientôt en Algérie, qui est une prouesse, parce que ce laboratoire, ce groupe, produit presque 100 médicaments et il est en train de cibler plusieurs marchés, notamment africains. Et le président Tebboune a plaidé pour que ce groupe produisent des vaccins, parce que vous avez vu que ce qui s'est passé pour l'Afrique, pour les frères africains, comme il a dit. Parce que lors de la crise de Covid-19, on a découvert ce que c'est que les Occidentaux par rapport aux vaccins. Ils ont préféré garder les vaccins pour eux, pour leur population, en ignorant le reste du monde. Donc le moment est venu, parce qu'on parlait le laboratoire LDM, Faisal, c'est fabricant de plus de 100 médicaments, et c'est une entreprise qui a environ 1000 personnes, environ 900 et quelques personnes qui travaillent pour elle, qui continue à se développer chaque année. Et ça, c'est dû justement à la politique de production locale et de l'arrêt. Parce que en 2017-2018, les grands groupes étrangers ne faisaient que de l'importation en Algérie. Rien de plus. Il n'y avait aucun transfert de technologie, il n'y avait aucun transfert de savoir-faire. Et ils ne faisaient que importer des médicaments, ils les vendaient. C'était qui gagnait? C'était les transitaires, et les grossistes en médicaments. Il n'y avait aucune production locale. Donc c'est là où on voit le changement entre une économie d'importation et une économie de production et d'exportation. En tout cas, pour rejoindre ce que vous dites... Oui, on était à 3 milliards de dollars d'importation de médicaments. Heureusement qu'on a le professeur. Et en 2024, on était à 800 millions de dollars. Eh ben voilà. Comment économiser de l'argent de la Banque centrale? Bien sûr, parce tout simplement. Il y a un développement de la production locale. Et en créant des emplois, directs, en créant des emplois indirects, justement, grâce à ces usines et grâce à ces industries de En tout cas, pour la céramique, nous, en 1990, il y avait 3 unités qui existaient dans le marché de la céramique. Aujourd'hui, on est à 60 entreprises. Nous avons 300 millions de mètres carrés que nous produisons de dernière technologie. Nos usines sont ultra modernes. Nous maîtrisons le know-how. Le professeur Achir est là pour le constater, puisqu'il connaît bien aussi le sujet. Nous avons fait un bond qualitatif sur le plan technologie. Nous maîtrisons aujourd'hui les coûts de production qui sont très intéressants. Donc nous avons réglé le problème de l'importation. Nous étions un pays net importateur de céramque, avec une facture de 190 millions de dollars en 1990. Aujourd'hui, nous pouvons exporter jusqu'à 600 millions de dollars facilement. Nous avons la capacité pour produire 300 millions de mètres carrés. Et si nous avons une véritable stratégie avec un partenariat avec le ministère du Commerce et le ministère des Finances qui doit nous accompagner pour s'installer à l'étranger, c'est pas facile, mais on peut le faire, on peut relever ce défi, on peut non seulement régler le problème de la consommation locale, qui est déjà fait, et se positionner à l'international. Il y a déjà une autosuffisance locale, ça à 100%. Ça c'est bon. À 100%. Très bien. Et maintenant, justement, vous voulez aller vers l'extérieur. On couvre non seulement les programmes de logement de l'État et les autoconstructeurs. Donc les promoteurs immobiliers, vous avez largement l'autosuffisance. Oui, largement. Quels ont été les contrats durant l'IATF intéressant, parce que le céramique s'était posé comme un segment intéressant pour l'Afrique? Très bien, nous avons signé des contrats très intéressants avec le Rwanda, la Côte d'Ivoire. Ça commence à bouger, mais simplement laissez-moi vous dire quand même qu'en Afrique, peut-être que vous devez le savoir, c'est que le commerce africain est géré par des entreprises privées, entièrement privées. Donc les grands centres de distribution, les sociétés de distribution appartiennent à des capitaux privés. Donc ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'Algériens, c'est de pouvoir signer avec ces contrats, avec ces distributeurs, ces grandes marques de distribution que nous connaissons. Ce sont des noms connus dans le monde entier qui ont leur boîte en Afrique. Donc il y a un travail à faire sur ce plan-là.
Je pense qu'on commence à creuser dans ce sens. Ça va prendre un peu plus de temps. Il y a la zone africaine du libre-échange. Oui, la ZLECAf, nous travaillons dans ce sens. Je me rappelle qu'à l'époque, on achetait du carrelage, de la céramique, des choses comme ça. On disait l'importation de l'Espagne. C'était l'Espagne principalement qui nous... Céramique espagnole. Italie et Espagne, oui, mais le principal fournisseur, c'était l'Espagne, on est bien d'accord. Et maintenant, la aujourd'hui, nous vendons en Espagne, nous vendons en Italie. Voilà, la qualité algérienne. Exactement, la qualité algérienne fait que maintenant, c'est l'Algérie qui vend à l'Espagne. Mais ça, c'est une volonté politique qu'il y a eu depuis 2019. Il faut savoir le dire. Il y a eu un encouragement du secteur. Avant 2019, tous les magasins, on va le dire, Adel Ibrahim ne vendait que de l'importation. Absolument. Que de la faïence et du carrelage d'importation. Exactement. Maintenant, quand vous allez dans ces mêmes magasins, c'est des choses qui sont faites en Algérie. 100%. Voilà. Et bien la différence, elle est là. Et il y a une autre différence, justement, Mehdi, c'est cette sécurité alimentaire et sécurité hydrique qui ont été atteintes. Bien sûr. Et ça, on le rappelle, par des bras à 100% algériens. C'est des Algériens les stations de dessalement d'eau, en l'occurrence. Un élément important, important en matière de chiffres, je parle sous votre contrôle. Aujourd'hui, en production locale, on couvre plus de 70% des besoins alimentaires. Oui. C'est pour vous dire qu'effectivement, on n'a pas que inverser la cadence, on est devenu pays producteur qui potentiellement peut exporter vers la profondeur africaine, et ça a été d'ailleurs fait avec succès. Moi, je reviens juste sur quelques images qui m'ont marqué, qui m'ont frappé. La présence du président de la République lors de ce salon, notamment de cette foire du produit algérien, qui pour ma part interpelle parce que c'est un président qui est dans du pilotage direct de l'économie algérienne. Le président de la République, on l'a vu d'ailleurs à travers l'échange avec le président directeur général de Tosyali, il ne délivre pas un discours, il traduit, je dirais, une boussole économique, il traduit un concept, il traduit une feuille de route, il traduit même, je dirais, une trajectoire économique. Effectivement, on sort de l'économie de la rente vers de l'économie de production, l'économie d'exportation. Et figurez-vous qu'il y a une règle d'or aujourd'hui dans les mutations géopolitiques et surtout géoéconomiques qui consiste à dire qu'il n'y a pas de souveraineté politique ou de souveraineté diplomatique sans souveraineté économique et financière. Et c'est pourquoi le président de la République a mis l'économie au cœur du réacteur de la diversification économique d'une part. Et d'autre part, il y a aussi, ça a été dit d'ailleurs par Mehdi aussi, le produit algérien ou le Made in Algérie aujourd'hui n'est plus un slogan. Ce n'est même plus un fait. C'est une doctrine que le président de la République a implémentée aujourd'hui pour que ça devienne inscrit d'une manière ad vitam aeternam dans le concept et les principes même de l'économie algérienne fondatrice. Puis je conclurai sur une devise, pour moi, qui reflète bien la vision du président de la République aujourd'hui, à travers ses actions, c'est produire en Algérie, exporter depuis l'Algérie et décider pour l'Algérie. Voilà ce que c'est la vision économique du président de la République. Très bien, merci Badissa. Alors messieurs, si vous le voulez bien, on va passer à un autre sujet. Vous avez certainement tous vu passer ces dernières déclarations d'Hubert Védrine, Xavier Driancourt ou encore d'Édouard Philippe, des déclarations sur l'Algérie faites quasi simultanément et qui révèlent la profondeur du mal qui ronge certains politiques français. Je me tourne vers vous, Mohamed Achir. Est-ce que vous pensez justement que ces déclarations, on ne va pas les répéter, on les a tous vues tourner sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Est-ce que vous pensez que ces déclarations reflètent aujourd'hui le fait que certains responsables français ont du mal à se défaire du passé colonial de la France? Tout à fait. Donc, c'est des nostalgiques de la colonisation. De l'Algérie française, oui. De l'Algérie française. Et c'est en quelque sorte, ils sont dans le révisionnisme aussi. Des frustrés, ils ont cette obsession aussi. Ils ont un point de fixation sur l'Algérie parce que l'Algérie, ne voulait pas céder par rapport d'abord à ce devoir de mémoire et par rapport à une justice mémoriale et historique et ne voulait pas céder par rapport aussi aux injustices ou aux crimes coloniaux. Donc, si vous voulez, il y a plus aussi de l'instrumentalisation politicienne de la part de certaines hommes politiques français, anciens responsables français, donc pour faire dans la diversion et échapper à des véritables problématiques françaises, c'est-à-dire qui concernent réellement la France. Donc ils font de l'Algérie comme un point de fixation. Et réellement, on a entendu un responsable français
bon, je le cite, c'est le président français, accusé l'Algérie d'avoir, c'est-à-dire une approche historiciste ou bien qui fait recours souvent à la mémoire, à l'histoire, etc. Alors que dans la réalité, c'est la France qui est dans cette approche, c'est-à-dire de révisionniste, et dans cette approche réellement colonialiste, historique et colonialiste. Donc c'est la France qui essaie toujours d'utiliser réellement l'histoire et qui ne veut... C'est la France, en quelque sorte aussi, enfin, quand je parle de la France, c'est pas le peuple français, bien entendu, hein, c'est certains officiels français, certains hommes politiques et surtout de l'extrême droite. Et de la droite aussi française. Donc, ils ont fait de l'Algérie un sujet de politique française, de politique intérieure française, et pour régler un peu leur agenda électoraliste aux politiciens, donc ils essaient toujours de mettre en avant que ce soit l'Algérie, que ce soit l'immigration, que ce soit la question de quelles questions qui sont liées aussi à l'islam, etc. Donc c'est ça. Donc c'est une instrumentalisation, c'est une diversion davantage, et l'Algérie justement n'a pas cédé par rapport à toutes ces provocations, à toutes ces accusations, et elle est restée debout, et elle continue toujours à défendre son histoire, sa mémoire et sa glorieuse guerre de libération nationale et c'est-à-dire tous les symboles historiques de notre histoire. Donc ce qui gêne réellement c'est-à-dire classe politique de l'extrême droite française, et surtout avec bien sûr des médias aussi contrôlés par certains hommes d'affaires et c'est-à-dire certains aussi politiciens de l'extrême droite. Donc c'est cette problématique qui revient toujours. Donc c'est ces politiques qui veulent faire de l'Algérie un sujet de politique intérieure française. Et ce n'est pas l'Algérie en fait qui veut faire de la France un sujet de politique intérieure de l'Algérie. C'est le contraire. Très bien. Je vais vous donner la parole dans quelques instants, le temps de remercier notre invité, Monsieur Mohamed Monsef Bouderba, qui était donc avec nous pour parler économie. Merci encore une fois d'avoir été présent ce soir. On va donc vous dire au revoir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir avec nous une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Faisal, justement, je reviens vers vous pour parler justement de ce projet de loi criminalisant le colonialisme français. Que stipule ce projet tout d'abord? Oui, c'est une loi effectivement qui est donc débattue actuellement au Parlement. Elle va être votée le 24 de ce mois, c'est-à-dire mercredi. C'est une première, en fait, parce que j'ai fait un peu quelques recherches pour savoir si dans le monde il y a une loi qui criminalise la colonisation. Ça sera la première. Oui, c'est une première histoire. Parce que c'est vrai qu'il y a un débat africain, d'ailleurs initié par l'Algérie, pour justement aller vers une loi ou des textes qui criminalisent la loi sur la colonisation. Cette loi fait des précisions. Elle est composée de 27 articles et il y a des chapitres dans cette loi. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, en 2006, il y avait une tentative d'aller vers cette loi, et en 2010, Abdelaziz Ziari, qui était ancien président de l'APN, avait dit qu'il faut geler ce texte parce que la conjoncture politique, diplomatique ne le permettait pas. Cette loi réclame plusieurs choses. D'abord, elle répertorie les types de crimes, par exemple les génocides, les enfumades, et d'autres formes de crimes, parce que les crimes coloniaux sont très nombreux. Alors, réclame, dans le texte de loi, de l'article 11, réclame la décontamination des sites des explosions nucléaires et des essais chimiques dans le sud algérien, la remise des cartes, parce qu'à ce jour, la France n'a pas remis les cartes des sites où il y a eu les explosions, l'indemnisation des victimes et leurs ayants droit, la restitution de l'ensemble des biens transférés hors du territoire national, parce qu'il y a eu beaucoup de pillages, beaucoup de vols, le fonds de trésor, valeurs matérielles et morales pillées et transférées donc en France, et également la restitution des archives qui sont considérées comme un droit exclusif, inaliénable et constitutif de la mémoire nationale. La partie française à ce jour continue de dire que les archives, c'est des archives de souveraineté, donc ils ne peuvent pas les restituer. Et aussi la restitution des restes mortuaires et des figures de résistance de le mouvement national, ainsi que donc la compensation globale et équitable pour tous les dommages et matériels, parce qu'ils sont très très nombreux, le nombre de victimes est très très élevé. Je voulais seulement souligner, Nouhed,
par rapport à ce que disait M. Achir et par rapport à Hubert Védrine. Parce qu'il faut rappeler rapidement, si vous permettez, Mathilde. Faisal, il faut dire que la loi sur la criminalisation et de la nationalité sont initiées par le Parlement. Par le Parlement. Et uniquement par le Parlement. C'est très important et que ce sont les députés qui sont à l'origine de ce projet de loi. Et tous les groupes. C'est la première fois, c'est la première fois dans les annales de l'activité parlementaire en Algérie. C'est important de faire, de bien noter c'est vraiment le Parlement qui a demandé ça. Alors tu me tends la perche, Mehdi, rapidement, justement. Non seulement c'est la première fois, en plus c'est la première fois que le pouvoir législatif décrète ce type de projet de loi depuis le recouvrement de la souveraineté de l'Algérie. Donc c'est vrai, il faut savoir le noter, ça. C'est important de le savoir. Il y a eu une première tentative au domicile, je l'avais souligné. Avorté. Mais ça n'avait pas. Ça a été avorté. Appelons les choses telles qu'elles sont. Absolument. Et je rappelle ce que disait M. Brahim Borrell, qui est président de la Chambre basse du Parlement, qui disait que c'est une cause nationale engageant l'ensemble du peuple. Et c'est vrai que Mahdi le disait. Tous les groupes parlementaires, y compris ceux de l'opposition, étaient tous d'accord sur ce texte. Il y a eu un débat très très riche par rapport à ça. Et le texte va passer donc le mercredi, puis après il va passer au Conseil national. Probablement il sera promulgué avant la fin de l'année. Vous avez remarqué, entre parenthèses, que les médias français ont complètement ignoré l'existence de ce projet. Très bien. Kamel Mensari, quel est l'impact diplomatique de ce projet de loi ? D'abord, dans sa teneur, il faudrait rappeler que pour la première fois, la définition du colonialisme est fixée, est établie. Ce qui ne s'est pas produit lors du procès de Nuremberg en 1946, qui a eu à juger les crimes nazis. Il a signifié, il a défini les crimes de masse, le génocide, les massacres collectifs, mais jamais le colonialisme n'a été évoqué en tant que tel. C'est-à-dire, à ce jour, bien évidemment, parce qu'il faut rappeler que le colonialisme, comme c'est cité dans l'article 3 et dans l'article 4 du projet de loi sur la décolonialisation du colonialisme, eh bien, c'est la première fois que le colonialisme est défini en tant que matrice de tous les crimes de masse. Lorsqu'on voit l'article 5 du projet, on voit le listing des crimes qui sont cités et c'est du jamais vu, c'est-à-dire ce qui s'est produit en Algérie est incomparable et invraisemblable. Quand on voit le masse, pratiquement, il y a une vingtaine de crimes qui sont établis et listés, les massacres, les déportations, les privations, les crimes, les exécutions extrajudiciaires. Donc tout cela va donner lieu à une réflexion sur le plan international pour les juristes, pour les spécialistes. On leur dit, voici les crimes que nous sommes en train de reprocher à la France. Donc, ce listing-là va donner lieu justement dans les négociations futures, que ce soit à travers le travail des commissions mixtes entre historiens algériens et français, nous sommes en train d'établir les crimes. Et ce sont ces crimes-là, ces listes-là, qu'il ne faut en aucun cas ignorer parce que la loi prévoit des sanctions pénales contre tous ceux qui vont remettre en cause ces crimes par des moyens, que ce soit par les déclarations, les propos ou les écrits. Donc, il y a toute une batterie de mesures dans les 27 articles formulés. Il y a évidemment le listing, il y a aussi les sanctions pénales. Donc nous sommes face à une nouveauté, faire quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, où pour la première fois un État va mettre un occupant devant ses responsabilités historiques et lui démontrer ce qu'il a fait était quelque chose d'imprescriptible selon l'article 3 de ce projet de loi. Donc nous sommes face à quelque chose d'inédit et en plus, ce qui est inédit, non seulement inédit, mais extraordinaire, que cette loi va pour la première fois démontrer aux générations futures, actuelles et générations futures, que désormais aucun débat ne sera toléré, que ce soit en Algérie ou en France. Parce que les poursuites ne visent pas seulement les Algériens qui remettront en cause l'histoire de leur pays comme l'a fait Sansar ou les autres ou les Harki, mais aussi dans le débat français, il sera possible aux Algériens d'aller devant les tribunaux et poursuivre tous ceux qui remettront en cause cette vérité historique. Je voulais tout simplement souligner un point aussi, c'est que ce projet de loi, c'est l'émanation effectivement de la Chambre basse du pouvoir législatif algérien, et qui est une loi, rappelons les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été d'ailleurs dites, ce n'est pas une loi contre un pays, ce n'est pas une loi contre un peuple, ce n'est pas une loi de vengeance, ce n'est pas une loi de revanche, c'est une demande de justice
historique, de justice mémorielle, de devoir de mémoire. Donc c'est une loi de vérité. Très bien, merci. Justement, allez-y, monsieur Haché, pour un il y a un intellectuel en politique français qui est Aimé Césaire, qui disait que les crimes coloniaux ont été le laboratoire du nazisme. Donc, ça, donc là, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut ignorer, c'est-à-dire la colonisation, pas que seulement d'Algérie, mais de toute l'Afrique. Hein. L'Afrique a subi ces crimes coloniaux. Donc, c'était un laboratoire du nazisme. C'est inspiré de ça. Exactement. Même Apathy. Jean-Michel Apathy a payé sa carrière pour ça. Exactement. Donc, je pense que même l'Algérie s'inscrit même dans le cadre commun avec les Africains, parce qu'il y a eu dernièrement donc une réunion africaine par rapport justement à la réparation, la réparation aussi des crimes coloniaux, parce que toute l'Afrique, même cette loi, elle parle aussi de la récupération des archives, des manuscrits, et il y a tout un patrimoine qui a été volé par la colonisation. Et les restes des martyrs. Et les enfumats de 1845, si vous permettez rapidement, les enfumats de 1845 de Bugeaud, de la Mauricière ont précédé les cours crématoires nazis de 100 ans. Ça veut dire qu'effectivement, le colonialisme français, entre autres, a donné des leçons au nazisme. Et pour la liberté d'expression, Jean-Michel Apathy, en disant qu'il y avait plein de Oradour-sur-Glane en Algérie et bien avant la Seconde Guerre mondiale, s'est fait éjecter de son poste de chez RTL. En parlant de liberté d'expression, justement, il y a des voix dissonantes qui permettraient demain de pouvoir contribuer dans ce devoir de démarche, ce travail d'assainissement, notamment que la France regarde enfin en face son histoire, et notamment son histoire coloniale. Parmi elles, rappelez-vous, lors de la crise, en tout cas, qui continue entre nos deux pays, à savoir Ségolène Royal. Pourquoi je la cite aujourd'hui, effectivement, dans ce contexte? Elle a été, figurez-vous, élue il y a 2 jours à la tête de l'association France-Algérie. C'est une association qui a été créée justement pour créer une dynamique, pour renforcer, consolider les relations entre nos deux pays dans le cadre associatif, d'entraide et autres. Donc elle a été effectivement élue à la tête de cette association. Ce n'est pas anodin. Encore une fois, c'est une preuve d'une dynamique positive qui va dans le bon sens. Et d'ailleurs, on apprend que le conseil diplomatique du président a émis ses félicitations à Ségolène Royal. C'est sourcé, ça, c'est pas... Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ce qui augure effectivement une dynamique positive, encore une fois, quand on a les bonnes personnes à la bonne place et les personnes qui acceptent le respect mutuel et acceptent aussi que l'État ou l'Algérie nouvelle, l'Algérie victorieuse, elle est ce qu'elle est. En tout cas, monsieur, on aura l'occasion de reparler du projet de loi criminalisant le colonialisme français en long, en large et en travers. Oui, bien sûr, mais un dernier mot pour dire qu'il n'y a pas de bienfait du colonialisme. Cette loi est en train de dire, voici les crimes, qu'il n'y a pas eu d'opération civilisationnelle. Il faut qu'on avance, messieurs, s'il vous plaît. Il y a un autre sujet qu'on doit encore aborder avant d'accueillir Nariman, une fois de plus, autour de la table. On va s'intéresser cette fois-ci à notre voisin de l'Ouest, notre voisin de l'Ouest qui vient donc d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Donc elle s'est ouverte ce soir. Notre voisin qui a sorti le grand jeu pour impressionner le monde entier lors de cette compétition, une compétition qui tombe mal finalement puisque le pays est confronté à plusieurs problèmes. On en a déjà parlé ici autour de la table. Colère sociale, nombreuses revendications du peuple marocain, notamment de la Gen Z. Pour en parler, justement, nous avons contacté Badr El-Aïdaoui. Il s'agit d'un Aïdoudi, pardon. C'est un militant politique marocain. Il explique justement les raisons de cette colère populaire. Concernant les manifestations et la mobilisation de la Gen Z, autour notamment des revendications liées à la situation désastreuse des systèmes d'éducation et de santé au Maroc, le Merzan a essayé de minimiser cette situation en utilisant une approche sécuritaire et répressive afin de mater la colère populaire. Certaines décisions royales et surtout des promesses non tenues ont été émises pour calmer la rue. C'est pourquoi le mouvement est revenu avec un caractère politique plus prononcé, notamment concernant le volet de la lutte contre la corruption qui gangrène les institutions marocaines. L'autre dimension déterminante est que le Merzan n'a toujours pas examiné sérieusement les revendications de ce mouvement populaire et que la répression contre les manifestants a été très forte, avec notamment l'interpellation de plus de 6 000 jeunes, dont plus de 4 000 ont été poursuivis en justice. Certains demeurent incarcérés et ont écopé de lourdes peines de prison. Le rejet de la normalisation et de l'alliance militaire et sécuritaire avec l'entité sioniste criminelle est un autre facteur de la gronde populaire, surtout que cette dimension participe au pillage des richesses du peuple marocain et de la liquidation du secteur public, déjà fragilisé.
En parallèle, des prêts énormes sont contractés pour préparer l'organisation de manifestations sportives qui ne va durer qu'un mois et dont on ne connaît pas les profits potentiels. Mohamed Achir, le Makhzen est donc pris au piège aujourd'hui entre ses revendications de sa population et sa volonté de briller lors de cette compétition, de celle-ci et de celle qui doit venir un peu plus tard. Tout à fait. Le Makhzen, en quelque sorte, est dans une politique de fuite en avant. Il est en train de donner une fausse image du Maroc, c'est-à-dire de la réalité marocaine, avec bien sûr une présentation tentant de vitrine urbaine, d'un certain nombre de projets, etc., en réalisation, alors que les disparités en matière de développement sont énormes. D'abord, il y a des disparités et des inégalités sociales et territoriales. 72% des populations qui vivent actuellement dans les zones rurales sont pauvres, c'est 72%. On a aussi des disparités en matière c'est-à-dire de développement local, c'est-à-dire il y a des zones carrément inaccessibles, ni routes, ni infrastructures, ni éducation même, en matière d'éducation. Et il y a vraiment une exclusion importante de l'accès à l'éducation dans les zones rurales. Et puis il faut aussi souligner aussi en matière parce qu'il y a l'indice de Gini qui classe le Maroc parmi les pays les plus inégalitaires en Afrique. En matière de répartition des richesses, 10% des plus riches touchent 12 fois un revenu des 10% des plus pauvres. Donc il y a une disparité très très importante en matière de répartition des revenus. Le Maroc est classé à la 121e place en matière d'IDH. Donc cela montre aussi qu'il est parmi aussi les pays c'est-à-dire qui n'ont pas pu réaliser un développement, surtout en matière d'éducation, de santé et d'espérance de vie. Donc le Maroc aussi, maintenant, il est pris par le piège de la dette. Le dernier rapport de la Banque mondiale, qui date d'octobre 2025, donc il souligne 68 milliards de dollars de dette extérieure, mais plus grave encore, c'est que le Maroc a payé en 2024 7 milliards de dollars de service de la dette. Donc ça, c'est énorme. Et même pour la Banque mondiale, il dit que, et parlons en général des pays surendettés, donc il souligne un peu ce piège de l'endettement, la trappe de la dette, c'est-à-dire les 7 milliards de dollars par exemple que paye le Maroc chaque année comme intérêt de la dette auraient servi peut-être de financer l'éducation, la santé, etc. Donc vous voyez un peu un développement déséquilibré en quelque sorte. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'en 2024, il y a eu une faillite de 40 000 PME. Donc cela montre aussi que même sur le plan de la croissance économique, il y a des problèmes énormes. Et d'ailleurs, les dernières manifestations de Génération Z ont montré quand même ce malaise en matière de création d'emplois pour les jeunes diplômés et dont le chômage est très très important. Et puis sans oublier, si on peut se référer aussi à une économie souterraine qui n'est pas réellement visible, c'est l'économie de la drogue. Le Maroc se positionne comme un narco-État, c'est-à-dire il y a toute une économie voilée qu'on ne voit pas, c'est de la drogue. Et il y a un rapport d'État américain qui a été même souligné par un économiste Afsahi en 2017 dans un article dans la presse française Le Monde, donc qui parlait de 23% du PIB marocain qui est fait du cannabis. Et cela représente à peu près 20 milliards de dollars. Donc il y a toute une économie aussi qui est faite de la culture du cannabis, de la drogue, enfin il y a tout type de la drogue. Donc voilà un peu la réalité cachée qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne montre pas sur le Maroc, même si le Makhzen essaye toujours de triturer les statistiques, les données, etc., et même de faire du lobbying pour produire des données, des statistiques, c'est-à-dire disons triturées, qui ne montrent pas la réalité économique et sociale du Maroc. Très bien, merci Mohamed Achir, merci pour cette analyse. Je pense que messieurs, on a fait le tour. Oui, Badis, allez-y. Peut-être rapidement, et je conclure avec une citation. C'est vrai que le prestige de façade, notamment, sans justice sociale, bien évidemment, on n'est qu'une façade. Et c'est ce que fait aujourd'hui le Maroc. Je conclurai avec la citation de Frantz Fanon qui disait « Les peuples acceptent ou supportent la pauvreté, mais pas le mépris ». Comme Badis, les manifestants de la génération Gen Z
avait dit ça veut dire les services publics, la santé et l'éducation. Et on a vu que dans les dernières inondations de la ville de SFI, la ville portuaire, il y a eu presque 40 morts dans cette ville et on a vu toute la fragilité de la structure et de l'infrastructure sociale de cette ville. Ce n'est qu'un exemple de cette économie très très fragile. Merci Faisal Metaoui. Merci encore une fois Mohamed Achir d'avoir été avec nous ce soir. On va tout de suite accueillir Nariman Zeka.